Millionnaire froid, sous-estime la femme de ménage, mais brère-le de jalousie en la voyant briller sur scène. Un millionnaire froid et contrôleur dirige le Théâtre National d'une main de fer depuis la mort de sa femme. Mais sa routine impénétrable commence à s'effondrer lorsque la femme de ménage du théâtre se porte volontaire pour remplacer la danseuse étoile. En la voyant briller sur scène, il ressent quelque chose d'inattendu, de la jalousie, de l'admiration, et un sentiment qui pourrait changer sa vie. Pardon d'interrompre votre histoire, mais si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner. Aidez-nous à grandir, et que Dieu vous le rende au centuple. Merci et bon visionnage. L'imposant Théâtre National se dressait majestueusement au cœur de Paris, ses colonnes néoclassiques brillant sous les lumières nocturnes comme des dents de marbre dans un sourire éternel. Mais à l'intérieur de ces murs qui avaient été témoins des plus grandes œuvres d'art, régnait un silence froid, aussi glacial que le cœur de l'homme qui le commandait. Sébastien Duval marchait dans les couloirs à pas mesurés, ses chaussures italiennes résonnant sur le sol en marbre avec la précision d'un métronome. À 42 ans, ce millionnaire avait transformé sa douleur en son arme la plus mortelle, le contrôle absolu. Son visage, sculpté par le temps et l'amertume, ne montrait presque aucune expression, tandis qu'il passait en revue chaque détail du théâtre avec la minutie d'un chirurgien. Il y avait 5 ans qu'Espérance, sa femme, était morte dans un accident de voiture sur la route de Deauville. 5 ans durant lesquels il avait construit des murs invisibles autour de son cœur, transformant chaque émotion en une transaction commerciale, chaque sentiment en un chiffre dans ses livres de comptes. Le Théâtre National n'était pas seulement son affaire, c'était sa forteresse, son royaume où les règles étaient dictées par lui et lui seul. « Papa, tu rentres à quelle heure aujourd'hui ?» La voix de Valentine, sa fille de 16 ans, résonna dans l'interphone de son bureau. « Quand j'aurai fini de revoir les chiffres de la saison, » répondit-il, sans lever les yeux de ses documents. « Et souviens-toi que tu dois être rentré à 9 heures. Pas d'excuses. » On entendit un soupir de l'autre côté de la ligne avant que la communication ne soit coupée. Sébastien savait que sa fille le voyait plus comme un geôlier que comme un père, mais après avoir perdu Espérance, l'idée de perdre aussi Valentine le terrifiait plus que n'importe quelle ruine financière. Pendant ce temps, dans les recoins profonds du théâtre, là où les lumières des projecteurs n'arrivaient pas et où le glamour s'évanouissait comme de la fumée, Inès Moreau terminait sa journée nocturne. À 27 ans, cette femme aux yeux noirs comme l'espresso et aux mains tannées par le travail avait trouvé dans les aubes solitaires son moment de liberté. Avec ses écouteurs, Inès se déplaçait dans les couloirs avec la grâce d'une danseuse professionnelle, bien qu'officiellement, elle ne soit que la responsable du nettoyage. Ses mouvements étaient des fluides et précis, tandis qu'elle passait la serpillière sur la scène principale, comme si chaque pas faisait partie d'une chorégraphie secrète que seule elle connaissait. « Une journée de plus au paradis », murmura-t-elle avec ironie en rangeant ses instruments de nettoyage. Mais quand elle pensait être complètement seule, quand les dernières lumières s'éteignaient et que le théâtre était plongé dans un silence presque religieux, Inès se transformait. Elle enlevait ses chaussures de travail, détachait ses cheveux qu'elle gardait sous un foulard, et la scène devenait son monde. Avec la musique coulant dans ses écouteurs, elle commençait à danser. Ses bras s'élevaient comme les branches d'un saule pleureur. Ses jambes se mouvaient avec la force du vent qui souffle sur la côte normande. À ces moments-là, elle n'était pas la femme invisible qui nettoyait les vestiges des rêves des autres. Elle était l'artiste qu'elle avait toujours voulu être, la danseuse que les circonstances lui avaient refusée. Inès avait grandi dans le Marais, où sa mère était fleuriste au marché et son père travaillait comme musicien dans le métro. Depuis son enfance, elle avait rêvé de danser sur les grandes scènes, mais la réalité économique l'avait menée sur d'autres chemins. Maintenant, à 27 ans, elle maintenait ce rêve en vie dans les aubes du Théâtre National, quand personne ne la voyait et que le monde entier lui appartenait. La crise arriva un mardi matin, comme le font souvent les malheurs, sans prévenir et avec la force d'un coup de foudre. Clémence Lefebvre, la danseuse étoile de la compagnie, s'était gravement blessée au tendon d'Achille pendant une répétition. Le médecin fut clair, au moins 3 mois sans pouvoir monter sur scène. « C'est une catastrophe !» criait Olivier Marceau, le directeur artistique, faisant les 100 pas dans le bureau de Sébastien comme un lion en cage. La soirée de gala est dans 5 jours. 5 jours. Nous avons la critique internationale confirmée, les sponsors, la télévision. Sébastien resta immobile derrière son bureau en acajou,
ses doigts tambourinant sur la surface polie, tandis qu'il traitait l'information. La première de l'opéra de la Dame Blanche était la production la plus ambitieuse de l'histoire du théâtre. Il avait investi des millions d'euros et sa réputation était en jeu. « Annule tout », dit-il finalement, sa voix aussi froide que la grêle un après-midi d'orage. « Annuler ? Sébastien, tu ne peux pas être sérieux. Je suis parfaitement sérieux. Je ne vais pas permettre qu'un spectacle médiocre porte mon nom. » L'ensemble de la troupe s'était réuni sur la scène principale pour recevoir la nouvelle officielle. Danseurs, musiciens, techniciens, tous avec le visage décomposé par la déception et la peur. Pour beaucoup d'entre eux, cette production représentait l'opportunité de leur vie. Sébastien monta sur scène avec la solennité d'un bourreau. Son costume sombre contrastait avec les lumières chaudes du théâtre et sa présence imposait un silence sépulcral. « Comme vous le savez tous », commença-t-il, sa voix résonnant dans chaque recoin de l'enceinte, « en raison de la blessure de mademoiselle Lefebvre, j'ai pris la décision d'annuler la production. Les contrats seront honorés selon les termes établis, mais je peux le faire. » La voix surgit des ombres du fond de la scène, où Inès avait observé en silence, avec son uniforme de travail et ses cheveux attachés. Tous les visages se tournèrent vers elle, certains avec surprise, d'autres avec indignation. Sébastien plissa les yeux, essayant de se concentrer sur la silhouette qui osait l'interrompre. « Pardon ?» Inès fit un pas en avant, ses mains tremblant légèrement, mais sa voix ferme comme le roc. « J'ai dit que je peux le faire. Je peux danser le rôle principal. » Un murmure d'incrédulité parcourut la scène. Certains danseurs rirent tout bas, d'autres secouèrent simplement la tête. Comment la responsable du nettoyage osait-elle proposer une chose aussi absurde? « Mademoiselle », Sébastien fit une pause, se rendant compte qu'il ne connaissait même pas son nom. « Inès Moreau », répondit-elle, levant le menton avec une dignité qui contrastait avec son humble uniforme. « Mademoiselle Moreau, j'apprécie votre enthousiasme, mais c'est un ballet professionnel, pas un spectacle d'amateur. » Les mots de Sébastien furent comme des claques, mais Inès ne recula pas. Au lieu de cela, elle s'approcha jusqu'à se retrouver sous la lumière principale de la scène. « Je sais que je ne suis pour vous qu'une employée de nettoyage, monsieur Duval, mais j'ai vu chaque répétition, je connais chaque pas, chaque mouvement de cette production. Et au cours des 5 dernières années, pendant que vous rentriez chez vous, j'étais ici, sur cette scène, à perfectionner ma technique. » Sébastien étudia son visage, cherchant des signes de folie ou de désespoir, mais ne trouva qu'une détermination inébranlable qui lui rappela pendant un moment douloureux sa défunte épouse. « C'est ridicule, » murmura Olivier. « Sébastien, tu ne peux pas sérieusement envisager de... »« Une audition !» interrompit Inès, sa voix coupant l'air comme un rasoir. « Je demande juste une chance. Une audition. Si je ne suis pas à la hauteur, je quitterai le théâtre pour toujours. Mais si je prouve que je peux le faire... » Le silence qui suivit fut si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Sébastien la regarda fixement, quelque chose en lui se retournant d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. C'était peut-être le désespoir, peut-être la curiosité, ou peut-être quelque chose de plus profond qu'il refusait de reconnaître. « D'accord, » dit-il finalement, se surprenant lui-même. « Une audition. Demain à 8 heures du matin. Mais que ce soit clair, si vous ne répondez pas à mes standards, non seulement j'annulerai la production, mais je chercherai une nouvelle entreprise de nettoyage. » Inès hocha la tête, ses yeux brillants d'un mélange de gratitude et de détermination qui fit remuer quelque chose dans la poitrine de Sébastien. « Vous ne le regretterez pas, monsieur Duval. » Tandis que le théâtre se vidait et que les lumières s'éteignaient une par une, aucun des deux ne savait qu'ils venaient de faire le premier pas vers une transformation qui changerait leur vie pour toujours. Dans les ombres du Théâtre National, 2 mondes complètement opposés étaient sur le point de se heurter. Et de cette collision naîtrait quelque chose que ni l'argent ni le contrôle ne pourraient prédire, la vérité du cœur humain. L'aube sur Paris peignait le ciel d'un rose doux quand Inès arriva au Théâtre National. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle ouvrait la porte de service avec la clé qu'elle avait utilisée pendant 5 ans, mais cette fois-ci, ce n'était pas pour nettoyer. Cette fois, c'était pour prouver que les rêves peuvent naître même dans les coins les plus sombres. Dans la loge des costumes, la responsable de la garde-robe, Madame Dubois, une femme âgée aux cheveux argentés et au cœur bon, avait préparé plusieurs tenues de répétition. « Ma petite, ce sont celles qui se rapprochent le plus de ta taille, » dit-elle avec un sourire maternel. « Nous sommes tous nerveux pour toi. » Inès essaya un juste au corps noir avec des détails dorés qui lui allaient comme s'il avait été fait pour elle. En se regardant dans le miroir pour la première fois,
Elle ne se vit pas comme l'employée invisible, mais comme la danseuse qu'elle avait toujours été en secret. La scène principale était déjà éclairée quand elle descendit les escaliers latéraux. L'ensemble de la troupe s'était réuni, certains avec des expressions de curiosité, d'autres de scepticisme franc. Les techniciens ajustaient les lumières et testèrent le son, créant une atmosphère d'attente qu'on aurait pu couper avec un couteau. Sébastien occupait sa place habituelle au premier rang, vêtu d'un costume gris foncé, qui s'accordait avec la froideur de son expression. À côté de lui, Olivier parcourait les partitions avec un nervosisme évident. « Tu es sûr de ça ?» murmura le directeur artistique. « Si ça se passe mal, nous serons la risée de tout le milieu culturel. Si ça se passe mal, nous annulons et cherchons des alternatives. » répondit Sébastien sans émotion apparente, bien qu'il ressentît à l'intérieur une étrange agitation qu'il ne parvenait pas à expliquer. Quand Inès apparut au centre de la scène, un silence sépulcral s'empara de l'enceinte. Avec ses cheveux relevés en un chignon parfait et un maquillage simple qui mettait en valeur ses traits, elle semblait complètement différente de la femme qui nettoyait les couloirs à l'aube. « Maître Bernard », s'adressa-t-elle au pianiste, « pourriez-vous jouer le solo du premier acte ?» Le musicien, un homme d'âge mûr avec une moustache grisonnante, hocha la tête et ses doigts commencèrent à caresser les touches. Les premières notes de « La mélodie de l'étang » remplirent l'espace et quelque chose de magique commença à se produire. Inès ferma les yeux un instant, respira profondément et quand elle les rouvrit, ce n'était plus elle. Elle était la Dame Blanche, elle était la douleur d'une mère, elle était l'essence même du folklore français fait mouvement. Ses bras s'élevèrent, comme les branches d'un saule pleureur, ses jambes se mouvaient avec la fluidité de l'eau de la Seine où elle avait grandi. Chaque tour était parfait, chaque saut une expression de douleur et de beauté qui coupait l'air comme un verre affûté. Le public de techniciens et de danseurs fut hypnotisé. Les murmures cessèrent, les téléphones furent rangés, et même le plus sceptique des danseurs principaux resta bouche bée. Mais ce fut chez Sébastien que l'impact fut le plus profond. Pour la première fois en 5 ans, il sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement le talent indéniable d'Inès, mais quelque chose de plus viscéral, de plus primitif. La façon dont elle dominait la scène avec une authenticité qu'il n'avait jamais vue, la manière dont chaque mouvement naissait de son âme et non d'une technique froide. Un frisson parcourut son dos quand Inès exécuta une séquence particulièrement émouvante, ses yeux fermés, de vraies larmes coulant sur ses joues, tandis qu'elle interprétait la lamentation de la femme qui cherche éternellement ses enfants perdus. « Mon Dieu !» murmura Madame Dubois depuis les sièges arrière. « C'est comme si elle était née pour ça. » Les applaudissements éclatèrent mais spontanément à la fin de la pièce. Inès ouvrit les yeux, haletante, le cœur battant comme un tambour. Elle avait versé 5 ans de rêve reportés dans ces 7 minutes de danse. Sébastien se leva lentement, son visage un masque de contrôle, mais ses mains tremblaient imperceptiblement. Il y avait quelque chose dans la façon dont tout le monde la regardait, dans les murmures d'admiration, dans la façon dont les projecteurs semblaient amoureux de sa silhouette, qui éveilla en lui une émotion qu'il n'avait jamais ressentie, la jalousie. « Le costume est complètement faux », dit-il soudain, sa voix coupante comme un rasoir. « Les couleurs ne fonctionnent pas avec l'éclairage. » Le silence qui suivit fut gênant. Olivier le regarda avec surprise, mais Inès garda son calme. « Je comprends, monsieur Duval. Quelle couleur suggérez-vous ? C'est le travail de l'équipe de costume, pas le vôtre, » répondit-il durement. De plus, vos horaires de répétition ne peuvent pas interférer avec vos obligations de nettoyage. Bien sûr que non, monsieur. Et je veux que vous répétiez la séquence de la 3e minute. Le mouvement des bras n'est pas synchronisé avec la musique. Olivier fronça les sourcils. Il avait observé attentivement, et la synchronisation avait été parfaite, mais il n'osa pas contredire son patron. Inès hocha la tête avec dignité et revint à sa position initiale. Quand la musique recommença, elle exécuta la séquence avec la même perfection, mais Sébastien trouva un autre détail à critiquer. L'expression faciale au point culminant. Trop théâtrale. C'est du ballet, pas un mélodrame. Certaines danseuses échangèrent des regards. Elles connaissaient suffisamment leur patron pour savoir quand quelque chose le dérangeait, et il était évident que ce n'était pas la performance d'Inès qui le dérangeait. Pendant les 2 heures suivantes, Sébastien trouva des erreurs inexistantes dans chaque mouvement. Il critiqua sa posture, remit en question son interprétation, exigea des répétitions qui frisaient l'absurdité. Mais Inès répondit à chaque observation avec un calme professionnel, sans montrer de frustration ni de fatigue.
Ça, sa résistance est admirable, commenta Émilie Dubois, la deuxième danseuse étoile, à sa partenaire. 2 heures de répétition et elle ne transpire même pas. Ce qui m'impressionne, c'est comment elle garde son calme, répondit l'autre. Si c'était moi, je lui aurais déjà crié dessus. Finalement, quand l'horloge sonna 11 heures, Sébastien se leva brusquement. Assez pour aujourd'hui, nous continuons demain à 7 heures précises. Et mademoiselle Moreau, j'espère que d'ici là, vous aurez travaillé sur les corrections que j'ai mentionnées. Bien sûr, monsieur Duval, répondit Inès, avec une légère révérence qui tenait plus de la dignité que de la soumission. Tandis que le théâtre se vidait, Inès resta seule sur scène, traitant ce qui s'était passé. Elle n'était pas bête, elle savait reconnaître quand quelqu'un l'attaquait injustement. Mais elle avait aussi réussi quelque chose qui semblait impossible. Elle avait dansé sur la scène du Théâtre National, comme une professionnelle. Sébastien, depuis son bureau, observait à travers la vitre polarisée comment Inès ramassait ses affaires. Il ne pouvait pas se sortir de la tête l'image d'elle dansant, la façon dont elle avait transformé l'espace, comment elle avait fait en sorte que quelque chose de mort en lui se remette à battre. Et c'était précisément cela qui le terrifiait le plus. Les jours commencèrent à passer comme une danse cruelle entre 2 forces opposées. Chaque matin, Inès arrivait au Théâtre National avec la ponctualité d'une horloge suisse, toujours avec le même juste au corps noir et la même détermination inébranlable dans le regard. Et chaque matin, Sébastien l'attendait sur son siège du premier rang comme un juge implacable, armé de critiques qui semblaient naître davantage de sa propre turbulence intérieure que d'erreurs réelles dans sa technique. « Mademoiselle Moreau », disait Sébastien le 3e jour, sa voix résonnant dans tout le théâtre, « rappelez-vous que vous êtes ici par nécessité, pas par mérite. Vous n'êtes qu'une employée qui couvre une urgence. » Les mots tombèrent sur la scène comme des pierres jetées dans un étang, créant des vagues de malaise parmi la troupe. Mais Inès les recevait avec la sérénité de celle qui a appris à trouver de la force dans l'adversité. « Je comprends parfaitement ma position, monsieur Duval, » répondait-elle sans perdre son calme, ajustant les rubans de ses chaussons. « Mais quand je suis sur cette scène, je suis une danseuse. » Cette réponse, dite avec tant de naturel, irritait Sébastien plus qu'il ne voulait l'admettre. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle s'appropriait l'espace, dans la manière dont les projecteurs semblaient la chercher naturellement, qui remuait quelque chose de profond en lui. Pendant les répétitions, Inès prouvait encore et encore que son talent n'était pas un hasard. Elle maîtrisait les chorégraphies les plus complexes avec une facilité qui laissait bouche bée même les danseurs les plus expérimentés. Ses interprétations avaient une profondeur émotionnelle qui transformait chaque mouvement en poésie pure. « C'est comme si elle avait la musique dans le sang », murmura Émilie Dubois à sa partenaire pendant une pause. « Regarde comment elle exécute cette séquence. Même Clémence ne le faisait pas avec une telle passion. » Sébastien entendit le commentaire depuis son siège et sentit une étrange piqûre dans la poitrine. La jalousie se mêlait à quelque chose de plus dangereux, l'admiration. Chaque jour qui passait, il était plus difficile de nier qu'Inès ne pouvait pas seulement remplacer Clémence, mais qu'elle le ferait probablement mieux. « Sa technique dans les tours est toujours déficiente », cria Sébastien soudain, interrompant une répétition. « C'est un ballet professionnel, pas un cours pour débutants dans une maison de quartier. » Olivier fronça les sourcils. Les tours d'Inès avaient été parfaits, mais il avait déjà appris à ne pas contredire son patron en public. « Répétez la séquence », ordonna Sébastien. « Et cette fois, concentrez-vous sur l'équilibre. » Inès hocha la tête et revint à sa position initiale. Quand la musique commença, elle exécuta les tours avec une précision mathématique, son corps se mouvant comme s'il défiait les lois de la gravité. En terminant, elle regarda directement Sébastien, sans défiance, mais sans soumission. « Est-ce mieux ainsi, monsieur ?» Sébastien ne répondit pas. Il ne pouvait pas répondre parce que la perfection du mouvement l'avait laissé sans argument. Les jours devinrent une guerre silencieuse. Sébastien cherchait des erreurs là où il n'y en avait pas, exigeait des répétitions inutiles, remettait en question chaque décision artistique qu'Inès prenait. Mais elle répondait à chaque attaque avec la patience de celle qui connaît sa propre valeur. « Vous n'êtes pas censé improviser », lui lança-t-il le 5e jour. « Ce théâtre a une réputation à maintenir. »« Je n'improvise pas », répondit Inès calmement. « J'interprète. La chorégraphie donne les pas, mais le sentiment doit venir du cœur. »« Le cœur ne paie pas les factures », répliqua Sébastien froidement. « La technique, si. Et à quoi sert la technique parfaite sans âme ?» demanda-t-elle, et pour la première fois, sa voix avait une pointe de défi. «
Le commentaire provoqua des murmures parmi la troupe. Personne n'avait jamais vu quelqu'un remettre en question si directement les paroles de Sébastien Duval. Le point de rupture arriva le 7e jour de répétition. Inès était en train d'exécuter la séquence la plus émouvante du ballet, où la Dame Blanche comprend qu'elle a perdu pour toujours ses enfants. Ses mouvements étaient déchirants, chaque geste un coup de poignard de douleur qui s'enfonçait dans le cœur de celui qui la regardait. Mais quand elle eut terminé, au lieu d'applaudissements, elle fut accueillie par le silence glacial de Sébastien. « Complètement exagéré », dit-il, se levant. « C'est du ballet classique, pas un mélodrame de quartier. Votre interprétation est vulgaire. » Le mot tomba comme une gifle. Tout le théâtre fut plongé dans un silence de mort. Certains danseurs échangèrent des regards mal à l'aise, d'autres baissèrent les yeux. Tous savaient que la critique était injuste, voire cruelle. Inès resta immobile au centre de la scène, traitant l'humiliation publique. Quand elle leva les yeux, ils ne montraient pas de larmes, mais quelque chose de beaucoup plus puissant, de la dignité. « Monsieur Duval », dit-elle d'une voix ferme si claire qu'elle résonna jusqu'au dernier rang du théâtre, « vous pouvez commander tout dans ce théâtre, sauf ce que je ressens quand je danse. » Les mots coupèrent l'air comme une épée affûtée. Sébastien sentit comme si quelque chose s'était brisé en lui. Pour la première fois en 5 ans, quelqu'un avait réussi à désarmer complètement ses défenses. « Je… » commença-t-il à dire, mais les mots refusèrent de sortir. Inès garda son regard fixé sur lui, sans reculer d'un millimètre. « Quand je suis sur cette scène, monsieur, je suis libre, et cette liberté n'est pas à vendre. » Sébastien détourna le regard, incapable de soutenir l'intensité de ses yeux noirs qui semblaient voir directement son âme. Pour la première fois depuis des années, il se sentit petit, vulnérable, complètement désarmé. « La répétition est terminée », murmura-t-il, et il sortit du théâtre à pas précipités. Cette nuit-là, dans la solitude de son bureau, Sébastien revoyait les enregistrements de la répétition. Encore et encore, il rejouait le moment où Inès lui avait tenu tête, étudiant chaque geste, chaque mot. « Vous pouvez commander tout dans ce théâtre, sauf ce que je ressens quand je danse. » Il répétait la phrase en silence, comme s'il s'agissait d'une énigme qu'il devait résoudre. Quand était la dernière fois que quelqu'un lui avait parlé avec une telle honnêteté? Quand était la dernière fois qu'il avait ressenti quelque chose de réel, quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler? Sur l'écran, Inès dansait avec une passion qu'il avait oubliée qui existait. Et pour la première fois depuis la mort d'Espérance, Sébastien se demanda si sa froideur était vraiment de la force ou simplement de la peur déguisée en contrôle. La réponse le terrifiait plus que n'importe quelle perte financière. L'orage était arrivé sans prévenir, comme le font souvent les orages d'août sur Paris. Les éclairs illuminaient le ciel de lueurs argentées, tandis que l'eau frappait les fenêtres du Théâtre National avec la force de 1000 tambours. Il était presque minuit quand Sébastien décida de retourner au théâtre pour vérifier les réglages d'éclairage qui étaient restés en suspens. Ses chaussures résonnèrent dans les couloirs vides, tandis qu'il se dirigeait vers la cabine de contrôle. Le théâtre de nuit avait une personnalité complètement différente. Les ombres dansaient sur les murs et chaque son était amplifié jusqu'à devenir des murmures fantomatiques. Sébastien avait passé tant de nuits solitaires entre ces murs qu'il ne lui semblait plus étrange. Mais cette nuit était différente. Une mélodie douce flottait dans l'air, si faible qu'au début il pensa qu'elle venait de la rue. Mais au fur et à mesure qu'il s'approchait de la scène principale, la musique devenait plus claire. Elle ne venait pas des haut-parleurs du théâtre, c'était une chanson que quelqu'un fredonnait d'une voix brisée et magnifique. Sébastien s'avança des rideaux latéraux et ce qu'il vit le laissa complètement immobile. Inès était au centre de la scène, les cheveux détachés tombant comme une cascade sombre sur ses épaules nues. Elle portait une simple blouse blanche et une longue jupe qui flottait à chaque mouvement. Ses pieds nus glissaient sur le sol comme s'il s'agissait d'eau, et ses bras s'élevaient et s'abaissaient en suivant le rythme d'une musique que seule elle pouvait entendre. Ce n'était pas la chorégraphie de la Dame Blanche, ce n'était aucune chorégraphie répétée. C'était de l'expression pure, un défoulement fait mouvement, comme si elle vidait son âme à travers chaque geste. Sébastien resta paralysé, caché dans les ombres, observant quelque chose qu'il savait qu'il ne devrait pas voir. C'était comme espionner une prière intime, un moment sacré qui ne lui appartenait pas. Mais il ne pouvait pas détourner le regard. Inès dansait avec une vulnérabilité qui coupait l'air. Ses mouvements parlaient de douleur, de rêves reportés, de batailles silencieuses gagnées et perdues. Quand elle tournait, elle semblait embrasser quelqu'un d'invisible. Quand elle s'arrêtait, c'était comme si elle portait le poids du monde sur ses épaules.
Un coup de tonnerre particulièrement fort résonna dans tout le théâtre, et c'est alors qu'Inès se rendit compte qu'elle n'était pas seule. Elle s'arrêta brusquement, se tournant vers les rideaux où Sébastien se cachait. « Qui est là ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, croisant les bras sur sa poitrine. Sébastien hésita un instant, envisageant la possibilité de s'esquiver sans être vu. Mais quelque chose dans la vulnérabilité de ce moment le poussa à sortir des ombres. « C'est moi », dit-il simplement, marchant vers la scène à pas lents. Inès rougit intensément, comme si elle avait été découverte dans quelque chose d'intime et de privé. « Monsieur Duval, je ne savais pas que vous étiez là. Je m'en vais. »« Non, » dit-il, l'arrêtant d'un geste. « C'était magnifique, ce que vous faisiez. » Inès le regarda avec méfiance, comme si elle s'attendait à ce que ces mots soient le prélude à une autre humiliation publique. « Pardon ?» Pour la première fois depuis des semaines, Sébastien sourit. Ce n'était pas le sourire froid et calculé qu'il utilisait lors des réunions d'affaires, mais quelque chose de sincère qui transforma complètement son visage. Votre expressivité, la façon dont vous vous donnez quand vous dansez, c'est extraordinaire. Inès étudia son visage, cherchant des signes de sarcasme ou de cruauté, mais ne trouva qu'une honnêteté déconcertante. « Savez-vous vraiment ce qu'est la beauté, monsieur Duval ?» La question le prit par surprise. Sébastien resta silencieux un instant, considérant la réponse. « Je croyais que oui, » dit-il finalement. « Je croyais que la beauté était les lignes parfaites, la technique impeccable, la précision mathématique. Mais, il fit une pause, regardant l'endroit où elle avait dansé. Ce que vous venez de faire n'avait rien à voir avec la technique, et pourtant, ça m'a rappelé pourquoi je suis tombé amoureux du théâtre en premier lieu. » Inès s'assit sur le bord de la scène, laissant ses jambes pendre. Pour la première fois, il n'y avait pas de tension entre eux, seulement une curiosité mutuelle. « Pourquoi avez-vous été si cruel avec moi pendant ces jours ?» demanda-t-elle sans reproche, comme quelqu'un qui cherche à comprendre une énigme. Sébastien s'approcha lentement et s'assit sur l'un des sièges du premier rang, créant une distance sûre entre eux. « Parce que vous me faites peur », confessa-t-il, se surprenant lui-même par cette honnêteté. « Il y a 5 ans que ma femme est morte. Espérance. Elle était danseuse aussi, vous savez. Et depuis, j'ai tout transformé en chiffres, en contrôle, en froideur. C'est plus facile ainsi. » Ses yeux se perdirent en un point du plafond, tandis qu'il continuait. « J'ai une fille, Valentine. Elle a 16 ans, et elle me déteste parce que je la garde enfermée, parce que j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose, parce que je ne peux pas supporter l'idée de perdre quelqu'un d'autre. » Inès l'écoutait en silence, sans juger, ses yeux noirs reflétant une compréhension qui allait au-delà des mots. « J'avise avec une culpabilité constante, » continua Sébastien. « Espérance est morte en rentrant d'une répétition. Si j'étais allé la chercher, si j'avais insisté pour qu'elle prenne un taxi, si j'avais... » Sa voix se brisa. « Et maintenant, vous arrivez avec votre talent, avec votre passion, et vous me rappelez tout ce que j'ai perdu. » Le silence qui suivit ne fut interrompu que par le son de la pluie contre les fenêtres. « Ma mère est malade, » dit Inès finalement. « Diabète avancé. Je travaille en nettoyant ici la nuit, dans un restaurant le matin et en gardant des enfants le week-end. Ça fait des années que je n'ai plus les moyens de prendre des cours de danse. » Sébastien la regarda, la vit vraiment pour la première fois. « Mais je n'ai jamais cessé de danser, » continua-t-elle. « Dans ma chambre, sur le toit, ici quand tout le monde s'en va. Parce que la danse n'est pas quelque chose que je fais, c'est quelque chose que je suis. C'est la seule chose qui me reste de la petite fille qui rêvait d'être danseuse étoile. Et votre père, il est parti quand j'étais petite. Il a dit qu'il ne pouvait pas subvenir aux besoins d'une famille avec ce qu'il gagnait comme musicien. Ma mère n'a plus jamais fait confiance aux artistes après ça. » Sébastien sentit quelque chose s'apparentant à de la honte grandir dans sa poitrine. Pendant des jours, il avait attaqué quelqu'un qui luttait pour maintenir ses rêves en vie contre toutes les adversités. « Je suis désolé, » dit-il simplement. « J'ai été un idiot. » Inès sourit pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, un sourire sincère qui illumina tout son visage. « Nous portons tous nos fantômes, monsieur Duval. Les vôtres sont juste plus chers que les miens. » Pour la première fois en 5 ans, Sébastien rit. Un vrai rire, sans filtre, qui résonna dans tout le théâtre vide. Dehors, l'orage commençait à se calmer, mais à l'intérieur, dans l'intimité de cette scène, 2 mondes complètement opposés avaient trouvé un point de rencontre. Ils n'étaient plus le millionnaire et l'employé, le chef et la subordonnée. Ils étaient 2 êtres humains qui avaient décidé, pour une nuit, de retirer leurs masques et de montrer leurs blessures. Et dans cette vulnérabilité partagée, quelque chose de nouveau commença à naître.
L'arrivée de Michel Desjardins au Théâtre National fut comme une pierre jetée dans un étang calme. Le chorégraphe français, internationalement reconnu pour ses mises en scène innovantes à l'Opéra de Paris et au Lincoln Center, avait accepté l'invitation d'Olivier pour évaluer la production de La Dame Blanche, à seulement 3 jours de la première. Sébastien observait depuis son bureau comment l'homme aux cheveux argentés et à la démarche distinguée parcourait les couloirs du théâtre avec l'assurance de celui qui a conquis les scènes les plus importantes du monde. Il portait un costume crème parfaitement coupé et des lunettes de créateur qui reflétaient les lumières du théâtre comme de petits miroirs. « C'est une légende vivante », murmura Olivier avec admiration en accompagnant Sébastien vers la scène principale. Le fait qu'il ait accepté de venir est un honneur immense pour nous, mais Sébastien ne se sentait pas honoré. Il y avait quelque chose dans la façon dont Michel observait chaque détail, comme s'il évaluait non seulement la production, mais cherchait quelque chose de plus qui le mettait en alerte. Quand Inès apparut sur scène pour la répétition matinale, Michel se redressa sur son siège comme s'il avait vu un fantôme. Ses yeux suivirent chacun de ses mouvements avec une intensité qui fit que Sébastien ressentit une étrange piqûre dans la poitrine. La première partie de la répétition se déroula normalement. Inès exécuta les chorégraphies avec la perfection qui était déjà sa marque personnelle, transformant chaque séquence en un petit chef-d'œuvre. À la fin, les applaudissements de la troupe résonnèrent dans tout le théâtre. Michel se leva lentement, avec un sourire qui n'atteignait pas complètement ses yeux. « Magnifique !» dit-il avec son accent français marqué. « Mademoiselle Moreau, n'est-ce pas? Votre technique est impressionnante. Mais ce qui me fascine vraiment, c'est votre capacité à transmettre des émotions authentiques. » Inès rougit légèrement, n'étant pas encore habituée aux éloges publics. « Merci, maître Desjardins. C'est un grand honneur de recevoir vos commentaires. »« Non, ma chère, l'honneur est pour moi. » Michel s'approcha de la scène à pas calculés. « Me permettez-vous de vous poser une question personnelle? Avez-vous déjà envisagé de travailler en dehors de la France ?» Le silence qui suivit fut si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Sébastien sentit comme si quelque chose de froid glissait le long de sa colonne vertébrale. « Non, pas vraiment, » répondit Inès, visiblement confuse. « Je veux dire, j'en ai toujours rêvé, mais rien, » l'interrompit Michel avec un sourire charmant. « Un talent comme le vôtre ne peut pas être gâché dans des productions locales. J'ai des contacts à Paris, à New York. Je pourrais vous organiser des auditions qui changeraient votre vie pour toujours. » Sébastien vit les yeux d'Inès s'illuminer d'un mélange d'espoir et d'incrédulité. C'était la même expression qu'il avait vue sur le visage d'Espérance, des années auparavant lorsqu'on lui avait offert sa première opportunité professionnelle. Et cette similitude le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. « Vous êtes sérieux ?» demanda Inès d'une voix entrecoupée. « Complètement. En fait, je pourrais arranger une audition au Ballet National de Paris pour le mois prochain. J'aurais juste besoin que vous prépariez quelques variations classiques et... » « C'est suffisant, » interrompit Sébastien depuis son siège, sa voix coupante comme un rasoir. « Nous sommes au milieu d'une production. Les distractions peuvent attendre. » Michel se tourna vers lui avec un sourire condescendant. « Bien sûr, monsieur Duval. Excusez-moi de l'interruption. C'est juste qu'il est rare de trouver un talent de ce calibre dans des circonstances si particulières. » Les mots tombèrent comme des gouttes de poison. Sébastien comprit parfaitement le message. Il était rare de trouver un tel talent gâché dans un théâtre provincial avec une danseuse qui travaillait comme femme de ménage. Pendant le reste de la répétition, Sébastien ne put se concentrer sur rien d'autre que sur les regards que Michel dirigeait vers Inès, sur la façon dont elle répondait à ses commentaires avec une admiration qu'il n'avait jamais réussi à susciter en elle. « Votre port de bras a besoin de plus de fluidité », disait Michel, s'approchant pour ajuster personnellement la position des bras d'Inès. Comme ça, comme le vol d'une hirondelle. Sébastien serra les poings jusqu'à ce que ses phalanges deviennent blanches. Après la répétition, Michel s'approcha à nouveau d'Inès avec une proposition plus concrète. « J'ai réfléchi à ce dont nous avons parlé. Je pourrais vous faire parvenir une invitation formelle pour des auditions dans 3 des compagnies les plus prestigieuses d'Europe. J'aurais juste besoin que vous m'envoyiez quelques vidéos de vos meilleures variations et... » « Mademoiselle Moreau, » l'interrompit brusquement Sébastien, « ne devriez-vous pas vous préparer pour la répétition de costume de cet après-midi ?» Inès le regarda avec surprise. La répétition de costume n'était que le lendemain, et tous deux le savaient. « Monsieur Duval, la répétition de costume est demain, » dit-elle calmement. « Alors vous devriez revoir la chorégraphie du 2e acte. Elle n'était pas parfaite ce matin. »
Les joues d'Inès s'enflammèrent. La chorégraphie avait été impeccable, et toute la compagnie le savait. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je ne crois pas qu'il y ait eu d'erreur dans... Vous remettez en question mon critère professionnel. La voix de Sébastien s'éleva plus que nécessaire, attirant les regards de toute la troupe. Michel observait l'échange avec une expression amusée, comme s'il regardait une pièce de théâtre particulièrement divertissante. Les jours suivants furent un enfer d'exigences excessives et de critiques injustifiées. Sébastien trouvait des erreurs là où il n'y en avait pas, exigeait des répétitions jusqu'à l'épuisement, remettait en question chaque décision artistique qu'Inès prenait. C'était comme s'il était revenu au premier jour de répétition, mais intensifié par un désespoir qu'il ne comprenait pas lui-même complètement. Le point de rupture arriva lors d'une répétition particulièrement tendue. Michel avait observé depuis les sièges, prenant des notes sur un petit carnet, tandis que Sébastien exigeait pour la 5e fois qu'Inès répète une séquence qu'elle avait exécutée parfaitement dès le premier essai. « Non, non, non !» cria Sébastien depuis son siège. « Le timing est complètement faux. N'entendez-vous pas la musique ?» Inès s'arrêta net au centre de la scène. Ses joues étaient en feu, non par l'effort, mais par l'humiliation constante. Le silence s'empara du théâtre comme une lourde couverture. « Ça suffit !» dit-elle, sa voix claire et ferme résonnant jusqu'au dernier rang. « Que se passe-t-il vraiment ici ? Pardon ? Si je ne vous intéresse pas, si je ne suis qu'une employée temporaire, pourquoi avez-vous si peur de me voir partir ?» La question coupa l'air comme une épée. Sébastien sentit comme si on lui avait arraché un masque qu'il ne savait pas qu'il portait. Le silence qui suivit fut assourdissant, chargé de vérités non dites et d'émotions qu'il refusait de reconnaître. Michel ferma son carnet avec un bruit sec, un sourire narquois se dessinant sur ses lèvres. Pour la première fois de sa vie, Sébastien Duval resta sans voix, sans contrôle, sans réponse. Et dans ce moment de vulnérabilité absolue, il comprit quelque chose qui le fit plus atterrir que n'importe quelle perte financière. Il ne voulait plus rien contrôler. Il ne voulait juste pas la perdre. L'enveloppe arriva un mardi matin, avec le sceau doré du Ballet national de Paris brillant sous la lumière matinale qui filtrait par les fenêtres du Théâtre national. Inès la tint entre ses mains tremblantes, sentant le poids du papier de haute qualité comme s'il était de l'or pur. Mademoiselle Moreau commençait la lettre dans un français élégant, suivi d'une traduction en français québécois pour garder une touche d'authenticité et de proximité. Suite à la recommandation enthousiaste de maître Michel Desjardins, nous avons l'honneur de vous inviter à participer à nos auditions pour la saison 2025-2026. Les mots se floutèrent devant ses yeux, tandis que son cœur battait comme un tambour. C'était réel. L'opportunité dont elle avait rêvé depuis son enfance était là, matérialisée sur du papier à en-tête, n'attendant que sa réponse. Elle rangea la lettre dans son sac et termina son service de nettoyage avec des mouvements mécaniques, son esprit s'envolant à des milliers de kilomètres de distance, s'imaginant sur les grandes scènes européennes. Mais quand l'euphorie initiale se calma, la réalité commença à s'installer comme un sédiment dans l'eau trouble. Sa mère malade, ses multiples emplois pour survivre et Sébastien. La façon dont il l'avait regardée pendant ces derniers jours, avec une intensité qu'elle ne savait pas comment interpréter. Elle avait besoin de parler à quelqu'un. Et étonnamment, la personne qui lui vint à l'esprit ne fut aucune de ses amies du quartier, mais Valentine. Elle trouva l'adolescente dans le café du théâtre, étudiant pour un examen avec des livres éparpillés sur toute la table. À 16 ans, Valentine avait les mêmes yeux perçants que son père, mais adoucis par une chaleur qu'il avait perdue il y a longtemps. « Inès ?» Valentine leva les yeux, surprise. « Qu'est-ce que tu fais ici si tard ?»« J'ai besoin de parler à quelqu'un, » dit Inès s'asseyant en face d'elle. « Et je crois que tu es la seule personne qui pourrait me comprendre. » Valentine ferma ses livres, intriguée. Au cours des dernières semaines, elle avait observé les changements chez son père, comment il mentionnait la danseuse, avec une fréquence qui frôlait l'obsession. Inès lui montra la lettre, observant comment les yeux de la jeune fille s'écarquillaient à chaque ligne. « Mon Dieu, c'est incroyable !» s'exclama Valentine. « Tu vas accepter ?»« Je ne sais pas. » Inès soupira. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu, mais... » « Mais quoi ? Ton père. Je ne comprends pas ce qui se passe entre nous. Un jour, il me crie dessus, le lendemain, il est presque humain. Et dernièrement, Valentine sourit avec une sagesse qui semblait trop mature pour son âge. Tu sais, depuis que tu es arrivé au théâtre, mon père est différent. Avant, il ne parlait que de chiffres, de contrats, d'efficacité. Mais maintenant, elle fit une pause, cherchant les mots justes.
Il parle de toi avec une douceur que je ne lui avais jamais entendue, même pas quand il parlait de ma mère. Le cœur d'Inès manqua un battement. Vraiment? Hier, je l'ai entendu au téléphone avec Olivier, défendant ton travail avec une passion qui m'a rappelé l'homme qu'il était avant la mort de ma mère. Il a dit que tu étais la danseuse la plus authentique qu'il avait vue depuis des années. Inès ressentit un mélange étrange de joie et de confusion. Mais alors, pourquoi me traite-t-il si mal aux répétitions? Valentine la regarda avec des yeux compréhensifs. Parce qu'il a peur. Mon père a toujours eu peur de perdre les gens qu'il aime. C'est pour ça qu'il me garde si sous contrôle. C'est pour ça qu'il est devenu si froid après la mort de ma mère. Et maintenant, tu es arrivé et... Elle soupira. Je crois que ça le terrifie. Pendant qu'Inès traitait ces mots, Sébastien était dans son bureau, tenant une copie de la même lettre que Michel avait eu la courtoisie de lui envoyer, pour information. Les mots se répétaient en son esprit comme un mantra douloureux. Ballet national de Paris. Opportunité unique. Talent exceptionnel. Il se leva de son bureau et marcha vers la fenêtre qui donnait sur la scène principale, où Inès avait l'habitude de s'entraîner à l'aube. L'image d'elle dansant sous les lumières tamisées s'était gravée dans sa mémoire comme une photographie qu'il ne pouvait pas effacer. Il savait ce qu'il devait faire. Il l'avait su dès le moment où il avait lu la lettre. Le lendemain, quand Inès arriva pour la répétition matinale, elle trouva Sébastien qui l'attendait sur scène. Son expression était différente, plus douce, mais aussi plus triste. Inès. Il prononça son nom pour la première fois sans le formel « Mademoiselle Moreau ». « J'ai besoin de vous parler ». Elle s'approcha lentement, pressentant que quelque chose d'important était sur le point de se produire. « Je suis au courant de la lettre de Paris », commença-t-il, sans détour. « Et j'ai pris une décision. » Le cœur d'Inès s'accéléra. « Vous êtes viré. » Les mots sortirent de ses lèvres comme des pierres, avec effet immédiat. Le monde d'Inès chancela. « Quoi? Pourquoi? La première est demain, Vous méritez plus que ça, l'interrompit Sébastien, n'osant pas la regarder directement. Vous méritez plus que de nettoyer des sols et de danser pour des publics locaux. Cette opportunité à Paris, c'est votre destin. Inès l'étudia avec intensité, voyant au-delà des mots froids. Est-ce vraiment ce que vous pensez? Ou avez-vous peur que si je reste, vous devriez faire face à ce que vous ressentez? Sébastien se crispa, mais garda son masque d'indifférence. Pensez ce que vous voulez. La décision est prise. Votre indemnité sera prête cet après-midi. Inès hocha lentement la tête avec une dignité qui brisa le cœur de Sébastien en 1000 morceaux. « D'accord, » dit-elle d'une voix calme. « Si c'est ce que vous voulez, c'est la bonne chose à faire. Pour qui ?» Sébastien ne répondit pas car il ne pouvait pas lui dire la vérité, qu'il le faisait parce qu'il l'aimait trop pour être l'obstacle entre elle et ses rêves. Cet après-midi-là, Inès ramassa ses quelques affaires du théâtre. Valentine l'attendait à l'entrée, les larmes aux yeux. « Ne partez pas », la supplia-t-elle. « Mon père fait une erreur. »« Non, ma puce. » Inès la serra dans ses bras. « Ton père fait ce qu'il croit être le mieux pour moi. C'est juste que ça fait mal qu'il ne m'ait pas donné la possibilité de décider par moi-même. » Quand Inès s'éloigna du Théâtre National pour la dernière fois, elle et Sébastien sentirent tous deux comme si une partie de leurs âmes s'était déchirée. Lui depuis la fenêtre de son bureau, elle sans se retourner. Tous deux portant le poids d'un amour non avoué et d'une séparation qui semblait inévitable. Dans les jours qui suivirent, le théâtre sembla vide bien que rempli de monde. Sébastien annula la première sans donner d'explication, et la nuit, quand il pensait que personne ne le voyait, il descendait sur scène et restait immobile à l'endroit où elle avait l'habitude de danser, vivant déjà avec l'absence de celle qui était devenue la lumière de son monde, sans qu'il n'ose se le dire. Le scandale éclata comme une bombe dans le monde culturel français. C'était un jeudi matin, quand les gros titres apparurent simultanément sur tous les portails d'information. Danseuse française accusée de plagiat dans des chorégraphies européennes, la fraude derrière le talent, Inès Moreau sous les projecteurs, scandale au ballet, génie ou voleuse. Sébastien lut la première nouvelle depuis son bureau, sentant comment le sang se glaçait dans ses veines. Selon les rapports, Inès avait soi-disant plagié des chorégraphies de danseuses européennes, les présentant comme les siennes lors de ses auditions. Les experts, cités, affirmaient que ces mouvements étaient des copies exactes de variations classiques exécutées par des premières figures du ballet du Bolchoï et de l'Opéra de Paris. Les preuves semblaient accablantes. Des vidéos de haute qualité montrant Inès exécutant des séquences identiques à celles d'autres danseuses,
Des documents qui montraient soi-disant qu'elle avait eu accès à du matériel protégé par des droits d'auteur et des témoignages anonymes de collègues du milieu qui assuraient avoir vu des comportements suspects. Le téléphone de Sébastien ne cessait de sonner. Journalistes, sponsors inquiets, membres du conseil d'administration exigeant des explications. Mais il ne pouvait penser à rien d'autre qu'à Inès, à la façon dont elle devait se sentir à ce moment-là en voyant son nom traîner dans la boue. « C'est une catastrophe !» cria Olivier, faisant irruption dans le bureau avec plusieurs journaux sous le bras. Les sponsors menacent de retirer leur soutien. La critique internationale annule sa venue et le ministère de la Culture envisage une enquête formelle. Sébastien étudia les vidéos avec la minutie d'un détective. Quelque chose ne collait pas. Il connaissait chaque mouvement d'Inès. Il avait observé son évolution pendant des semaines, et bien que les séquences fussent similaires à celles d'autres danseuses, il y avait des nuances dans son interprétation qui étaient uniquement les siennes. « Trouvez-moi le meilleur détective privé de la ville », ordonna Sébastien. « Je veux qu'il examine chacune de ces vidéos, chaque document, chaque soi-disant preuve. Tu es fou. L'entreprise ne peut pas se permettre d'être associée à ce scandale. Nous devrions nous en détacher complètement. Qu'il le trouve !» rugit Sébastien avec une force qui fit trembler les vitres des fenêtres. Pendant ce temps, dans son petit appartement du Marais, Inès regardait les nouvelles avec un mélange d'incrédulité et d'horreur. Son téléphone n'avait pas cessé de sonner depuis 6 heures du matin. Des journalistes cherchant des déclarations, de prétendus agents lui offrant de l'aide en échange d'exclusivité, et le pire de tout, des appels de connaissances qui voulaient confirmer si les accusations étaient vraies. Sa mère, depuis le lit où elle passait la plupart de son temps en raison de son diabète avancé, la regardait avec inquiétude. « Ma fille, que se passe-t-il? Pourquoi disent-ils ces choses horribles à la télévision ?» Inès ne savait pas quoi répondre. Les accusations étaient si détaillées, les preuves si convaincantes, qu'un instant elle se demanda si elle n'avait pas vraiment fait quelque chose de mal sans s'en rendre compte. L'enquête de Sébastien avança à la vitesse que seul l'argent peut acheter. En moins de 48 heures, son équipe avait découvert les premières incohérences. Les vidéos avaient été éditées de manière sophistiquée, superposant des mouvements de différentes présentations pour créer l'illusion de plagiat. Les documents contenaient des métadonnées qui indiquaient qu'ils avaient été créés quelques jours seulement avant la publication des nouvelles. Mais le vrai choc vint quand ils retracèrent l'origine de la campagne de dénigrement. Toutes les pistes menaient à une seule personne, Michel Desjardins, fils de chien, murmura Sébastien en examinant le rapport final de son enquêteur. Les preuves étaient accablantes. Michel n'était pas venu au Théâtre National pour découvrir un talent, mais pour le saboter. Apparemment, le chorégraphe français avait été engagé par un consortium européen qui cherchait à acquérir le Théâtre National à un prix d'aubaine. La stratégie était simple, ruiner la réputation du théâtre, forcer l'annulation de productions importantes et attendre que les pertes financières obligent Sébastien à vendre. Inès n'avait été qu'un dommage collatéral, une victime parfaite pour créer le scandale dont ils avaient besoin. Son histoire d'employé devenu étoile était trop belle pour être vraie, ce qui rendait les accusations de fraude crédibles. Sans y réfléchir à 2 fois, Sébastien prit sa voiture et se dirigea vers le Marais. Le trajet lui laissa le temps de réfléchir à ce qu'il avait fait, à la façon dont sa peur l'avait aveuglé au point d'abandonner la personne qui comptait le plus pour lui au moment où elle en avait le plus besoin. Il trouva Inès dans le petit jardin derrière sa maison, arrosant des fleurs avec des mouvements mécaniques. Quand elle le vit arriver, ses yeux se remplirent d'un mélange de surprise et de douleur. « Que faites-vous ici, monsieur Duval ?» demanda-t-elle d'une voix fatiguée. « Je viens vous demander pardon, dit-il, s'arrêtant à une distance respectueuse, et vous offrir mon aide. » Inès posa l'arrosoir sur le sol. « Pardon, pourquoi? Pour m'avoir licencié ou pour ne pas m'avoir défendu quand les accusations ont commencé? Pour tout. » Sébastien fit un pas de plus. « Pour vous avoir licencié alors qu'en réalité, je voulais vous demander de rester. Pour avoir fui ce que je ressens pour vous. Pour avoir été un lâche. » Les yeux d'Inès se remplirent de larmes qu'elle refusa de verser. « Les accusations sont fausses, » continua Sébastien. « J'ai les preuves. Michel Desjardins est derrière tout ça. Son objectif était de détruire le théâtre, et vous n'avez été qu'une victime commode. » Il lui tendit un dossier avec toutes les preuves qu'il avait rassemblées. Inès l'examina en silence, sentant le soulagement et la colère se mélanger dans sa poitrine. « Je veux que vous reveniez, » dit Sébastien quand elle eut fini de lire. « Je veux que vous dansiez à la première, et je vous promets que je laverai votre nom publiquement, peu importe le prix. » Inès le regarda longuement,
étudiant son visage comme si c'était la première fois qu'elle le voyait vraiment. « J'accepte, dit-elle finalement, mais à une condition. Laquelle? Que vous aussi, vous vous révéliez au monde. Pas de se cacher derrière des communiqués de presse ou des porte-paroles. Si je dois exposer ma vérité sur cette scène, vous devez exposer la vôtre depuis ce siège du premier rang. » Sébastien hocha la tête sans hésiter. « D'accord, mais j'ai une condition moi aussi. » « Laquelle? Quand tout cela sera terminé, quand nous aurons lavé votre nom et sauvé le théâtre, me donneriez-vous la chance de tomber amoureux de vous correctement cette fois ?» Pour la première fois depuis des jours, Inès sourit. Un sourire qui illumina non seulement son visage, mais tout le petit jardin où il se tenait. Sébastien Duval prononça son nom complet pour la première fois. « Vous avez déjà cette chance. Vous l'avez eue depuis le premier jour où vous m'avez vu danser sur votre scène. » Et à ce moment-là, tous deux sûrs que la vraie représentation était sur le point de commencer. La nuit de la première arriva enveloppée d'une tension qu'on aurait pu couper au couteau. Le Théâtre National resplendissait sous les lumières des projecteurs que les médias avaient installés à l'entrée, transformant la première de l'Opéra de la Dame Blanche en l'événement culturel le plus controversé de l'année. Les sièges se remplirent d'un public curieux, des critiques internationaux qui étaient venus assister à ce que certains appelaient le scandale du siècle, des mécènes des arts qui ne voulaient pas manquer le drame et des gens ordinaires qui avaient suivi l'histoire dans les médias et étaient curieux de connaître la vérité. Au premier rang, Michel Desjardins occupait son siège avec le sourire satisfait de celui qui pense avoir gagné la partie. À côté de lui, plusieurs représentants de médias européens prenaient des notes et préparaient leurs caméras pour documenter ce qu'ils espéraient être la chute définitive du théâtre. Derrière le rideau, l'ambiance était électrique. Les danseurs se déplaçaient avec nervosité, certains chuchotant entre eux, d'autres se concentrant sur leurs exercices d'échauffement. Tous savaient que ce n'était pas une représentation ordinaire, c'était un jugement public où la vérité se révélerait à travers l'art. Inès était dans sa loge, observant son reflet dans le miroir, tout en appliquant les dernières retouches de maquillage. Elle portait le costume principal de la Dame Blanche, une robe blanche qui se transformait progressivement en tons gris et noirs, symbolisant le passage de la mère aimante à la figure tragique du folklore français. Sébastien apparut à la porte de la loge, élégant dans son smoking noir, mais avec une expression qui révélait la tempête intérieure qui le consumait. « Vous êtes prête ?» demanda-t-il d'une voix douce. « Prête à danser, toujours », répondit Inès, se tournant pour le regarder. « Êtes-vous prêt pour ce qui vient après ?» Sébastien hocha la tête, bien que ses mains tremblassent légèrement. « Quoi qu'il arrive là-bas, je veux que vous sachiez que j'admire votre courage. Peu de gens reviendraient affronter une chose pareille. Je ne suis pas là par courage, dit Inès, ajustant les rubans de ses chaussons. Je suis là pour la vérité, et parce que cette scène est ma maison. » Quand les lumières du théâtre s'atténuèrent et que le murmure du public s'évanouit, un silence expectant remplit l'enceinte. Le rideau se leva lentement, révélant une scène qui représentait les bords d'un étang normand, avec des projections d'eau qui ondulaient comme si elles étaient réelles. Inès apparut des ombres, et dès le premier mouvement, il fut évident que ce ne serait pas une présentation ordinaire. Chaque geste portait le poids de semaines d'humiliation. Chaque saut était une déclaration de résistance. Chaque tour, un cri silencieux de « Je suis innocente ». L'histoire de la Dame Blanche se déroula sous les yeux hypnotisés du public. Inès ne se contentait pas de danser les pas. Elle incarnait la douleur d'une mère, le désespoir de la perte, la folie qui vient avec la culpabilité. Son interprétation était si viscérale, si authentique, que plusieurs personnes dans le public commencèrent à pleurer sans s'en rendre compte. Quand elle arriva au moment culminant, où la Dame Blanche comprend qu'elle a perdu pour toujours ses enfants, Inès exécuta une séquence de mouvements qui semblait défier les lois de la physique. Son corps se contorsionnait comme si la douleur était une force physique qui la traversait. Ses bras s'élevaient vers le ciel comme si elle implorait le pardon des dieux. Michel Desjardins, qui était arrivé avec un sourire moqueur, observait maintenant la bouche ouverte. Ce n'était pas la danseuse amateur qu'il avait essayé de discréditer, c'était de l'art dans sa forme la plus pure. Quand la musique arriva à sa fin et que le dernier mouvement d'Inès s'évanouit dans le calme, le silence qui suivit fut assourdissant. Pendant un moment qui parut éternel, personne ne bougea, personne ne respira. Puis, comme si le public était une avalanche, il éclata en applaudissements. Ce n'étaient pas des applaudissements polis ou protocolaires, c'étaient des applaudissements qui naissaient de l'âme,
Des ovations qui reconnaissaient avoir été témoins de quelque chose d'extraordinaire. Les gens se levèrent un par un, jusqu'à ce que tout le théâtre vibre au son de la reconnaissance. Inès fit sa révérence, les larmes coulant sur ses joues, mais gardant la dignité qui l'avait caractérisée pendant toute la crise. Mais la représentation n'était pas terminée. Sébastien se leva de son siège et marcha vers la scène à pas décidés. Le public l'observa avec curiosité, tandis qu'il montait les escaliers latéraux et se dirigeait vers le centre de la scène, où Inès l'attendait avec une expression surprise. « Mesdames et messieurs », commença Sébastien, sa voix amplifiée par les microphones du théâtre, avant que cette soirée ne se termine, il y a une vérité qui doit être révélée. Le théâtre fut plongé dans un silence absolu. Au cours des dernières semaines, une femme extraordinaire a été victime d'une campagne de dénigrement basée sur des mensonges et de la manipulation. En tant que directeur de ce théâtre, en tant qu'homme d'affaires, mais surtout en tant qu'être humain, je ne peux pas permettre que cette injustice continue. Sébastien fit un geste vers les écrans qui s'allumèrent sur les côtés de la scène, montrant les preuves qu'il avait rassemblées, les vidéos éditées, les documents falsifiés, les métadonnées qui révélaient la manipulation. « Monsieur Michel Desjardins », continua-t-il, pointant directement le chorégraphe français, a orchestré cette mascarade, non pas pour protéger l'art, mais pour détruire ce théâtre et m'obliger à le vendre à des intérêts étrangers. Michel se leva brusquement de son siège, mais les gardes de sécurité se dirigeaient déjà vers lui. Mais cette nuit, la voix de Sébastien se brisa légèrement. Il ne s'agit pas seulement d'exposer des mensonges, il s'agit de révéler des vérités. Inès Moreau n'est pas seulement innocente de toutes les accusations, elle est la danseuse la plus authentique et la plus talentueuse que j'ai eu le privilège de connaître. Il se tourna vers Inès, qui l'observait avec des yeux brillants d'émotion. Elle m'a appris que la perfection n'est pas le contrôle, c'est la vérité. Et ma vérité, celle que j'ai fuie pendant des mois, c'est que je l'aime. J'aime son talent, sa force, sa capacité à trouver de la beauté dans les circonstances les plus difficiles. Le théâtre éclata à nouveau en applaudissements, mais cette fois mélangé à des exclamations de surprise et d'émotion. Inès porta ses mains à son visage, n'arrivant pas à croire ce qu'elle entendait. Sans hésiter, elle s'approcha de Sébastien et le serra dans ses bras avec une force qui exprimait des mois d'émotions contenues. L'étreinte fut longue, intense, chargée de pardon et de nouveaux départs. Les applaudissements ne cessèrent pas pendant plusieurs minutes. Le public, les critiques, même certains des journalistes qui étaient venus chercher le scandale, étaient devenus les témoins de quelque chose de beaucoup plus puissant, la vérité triomphant du mensonge, l'amour vainquant la peur. Mais quand ils se séparèrent finalement, bien que leurs regards se rencontrassent avec une intensité qui promettait bien plus, le baiser n'arriva pas. C'était un moment de respect, de reconstruction, de poser les bases pour quelque chose qui méritait d'être construit correctement. La vérité avait été révélée, la justice avait triomphé, mais la véritable histoire d'amour ne faisait que commencer. Les mois qui suivirent la première de l'Opéra de la Dame Blanche transformèrent non seulement le théâtre national, mais l'âme même de l'homme qui le dirigeait. Sébastien Duval n'était plus l'homme d'affaires froid et calculateur qui avait régné pendant des années d'une main de fer. La révélation publique de la vérité avait libéré en lui quelque chose qu'il croyait perdu pour toujours, la capacité de ressentir sans peur. Les premiers signes du changement se virent dans les décisions administratives. Le théâtre commença à ouvrir ses portes à des projets sociaux, des ateliers gratuits de danse pour des jeunes de banlieue, des espaces pour des artistes émergents qui ne pouvaient pas se payer les loyers commerciaux, et des bourses pour des étudiants talentueux sans ressources économiques. « Papa, je ne te reconnais pas », lui dit Valentine un matin alors qu'ils déjeunaient ensemble pour la première fois depuis des années. « Mais j'aime bien cette version de toi. » Sébastien sourit, une expression qui était devenue plus fréquente sur son visage. « Disons que quelqu'un m'a appris que le contrôle n'est pas la même chose que la force. » Inès, de son côté, avait pris une décision qui surprit tout le monde, y compris elle-même. Quand Michel Desjardins fut arrêté et que le Ballet national de Paris lui envoya une nouvelle invitation officielle, accompagnée d'excuses formelles pour avoir été trompée, elle déclina l'offre. « Tu es folle ?» lui demanda Émilie Dubois alors qu'elle partageait un café au théâtre. « C'est Paris. C'est le rêve de n'importe quelle danseuse. » Inès regarda vers la scène principale où des techniciens ajustaient des lumières pour la répétition de l'après-midi. « Mon rêve n'a jamais été Paris, » dit-elle finalement. « Mon rêve était de danser là où mon art pourrait toucher des cœurs réels. Et j'ai découvert que ça peut arriver ici,
dans ce théâtre, avec ces gens, dans cette ville qui est la mienne. La décision n'avait pas été facile. Pendant des semaines, Inès avait lutté contre la tentation d'accepter l'offre internationale. C'était tout ce dont elle avait rêvé depuis son enfance. Mais quelque chose avait changé en elle pendant la crise. Elle avait trouvé sa place non seulement en tant qu'artiste, mais en tant que femme. Et cette place était inexorablement liée aux racines qu'il avait de former. Sébastien et Inès commencèrent à se rapprocher avec la prudence de deux personnes qui savent qu'elles ont blessé et été blessées. Il n'y eut pas de déclarations grandiloquentes ni de gestes théâtraux. Ils commencèrent simplement à reconstruire ce que la peur avait détruit. Les conversations commencèrent par être professionnelles. Des discussions sur la programmation du théâtre, la sélection de nouveaux danseurs, les projets sociaux qu'ils voulaient tous deux mettre en œuvre. Mais progressivement, ces réunions s'étendirent au-delà des heures de travail. Les sujets devinrent plus personnels et les silences confortables remplacèrent les tensions. Un après-midi d'octobre particulièrement tranquille, quand le théâtre était vide et que les lumières principales étaient éteintes, Sébastien trouva Inès sur scène en train de répéter une nouvelle chorégraphie. Elle se déplaçait avec la grâce qui était déjà sa signature distinctive, mais il y avait quelque chose de différent dans ses mouvements, une paix qu'elle n'avait pas auparavant. « Je vous dérange ?» demanda-t-il depuis les sièges. « Pas du tout », répondit-elle sans s'arrêter. « Vous voulez voir ce que je prépare pour la nouvelle saison ?» Sébastien s'approcha de la scène, montant par les escaliers latéraux avec un naturel qui aurait été impensable des mois auparavant. « Est-ce que je peux essayer quelque chose ?» demanda-t-il soudain, se surprenant lui-même. Inès le regarda avec curiosité. « Essayez quoi ?»« Danser, avec vous. » Il rougit légèrement. « Espérance m'a appris quelques pas de base il y a des années. Je n'ai jamais pensé que je les réutiliserais. » Le sourire d'Inès illumina tout le théâtre. « J'adorerais. » Ils commencèrent par des pas simples. Ils suivaient ses indications, essayant de se souvenir des leçons d'une vie antérieure. Il était maladroit au début, ses mouvements rigides par des années de tension accumulées, mais Inès fut patiente, le guidant avec douceur et l'encourageant avec des sourires. « Détendez-vous » lui dit-elle, posant une main sur son épaule. « Ce n'est pas une transaction commerciale, c'est juste ressentir. » Quand ils commencèrent finalement à se déplacer ensemble avec une certaine fluidité, quelque chose de magique se produisit. Ce n'était pas parfait, ni techniquement impressionnant, mais c'était honnête. C'était la danse de deux personnes qui avaient retrouvé le chemin l'une vers l'autre. C'est alors que Sébastien trébucha. Son pied s'emmêla maladroitement dans le sien pendant un tour, et tous deux perdirent l'équilibre, finissant dans une position comique qui les fit rire comme des adolescents. « Je suis désolé, » dit-il complètement rouge de honte. « Je suis un désastre. »« Vous êtes parfait, » répondit Inès sans cesser de rire. « Parfait, je viens de complètement ruiner la chorégraphie. »« Exactement, » dit-elle, tendant sa main pour l'aider à se lever. « Vous êtes parfaitement imparfait. Et c'est ce que j'aime chez vous. » Quand il prit sa main pour se relever, aucun des deux ne la lâcha. Le contact fut comme une décharge électrique qui parcourut leur corps, mais aussi quelque chose de plus profond, un symbole de pardon, d'acceptation, de nouveau départ. Ils restèrent ainsi, debout, au centre de la scène vide, se tenant la main, se regardant dans les yeux comme si c'était la première fois. « Inès » murmura Sébastien, sa voix à peine audible. « Dites-moi, croyez-vous aux deuxièmes chances ?»« Je crois aux bonnes chances », répondit-elle, se rapprochant imperceptiblement. « Et je crois que c'est la nôtre. » Le baiser arriva naturellement, inévitablement, comme la fin d'une symphonie qui s'était construite pendant des mois. Il ne fut ni précipité ni désespéré. Il fut tendre et profond, chargé de tous les mots qui n'avaient pas pu être dits, de toutes les peurs qu'ils avaient à surmonter, de toutes les promesses qu'ils se faisaient sans les prononcer. Il n'y avait pas de projecteur pour les éclairer, ni de public pour les applaudir, ni de musique pour accompagner le moment. Il n'y avait que deux, sur la scène, qui avaient été témoins de leur séparation et qui l'étaient maintenant de leur retrouvailles, avec le son de leur cœur battant au même rythme, écrivant la première page d'une histoire d'amour qui avait trouvé son moment parfait. Quand ils se séparèrent finalement, ils restèrent enlacés dans le silence du théâtre vide, sachant qu'ils avaient trouvé quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, ni le contrôle manipuler. Le véritable amour, construit sur des fondations de respect mutuel, de croissance personnelle et de la décision courageuse d'être vulnérables l'un envers l'autre. La scène de leur vie avait changé pour toujours, et cette fois, ils étaient tous deux prêts pour la représentation qui comptait vraiment.
1 an après le scandale qui faillit détruire le Théâtre national, les portes de l'enceinte s'ouvraient pour quelque chose de complètement nouveau. L'auvent brillait avec un panneau qui aurait été impensable à l'époque du vieux Sébastien Duval. Festival d'inclusion culturelle, où tous les rêves ont une scène. Le théâtre avait été rénové non seulement physiquement, mais dans son essence même. Les espaces qui étaient autrefois réservés exclusivement à l'élite culturelle abritaient maintenant des ateliers communautaires, des salles de répétition pour des artistes émergents et un programme de bourse qui avait amené sur scène des jeunes de toutes les banlieues de la ville. Inès Moreau marchait dans les couloirs qu'elle connaissait comme le dos de sa main, mais maintenant avec un titre qui, des mois auparavant, aurait semblé un rêve impossible. Directrice artistique et chorégraphe principale. Son bureau, petit mais plein de lumière, avait des fenêtres qui donnaient directement sur la scène principale et les murs étaient décorés de photographies de tous les danseurs qu'elle avait formés pendant cette année transformatrice. Inès, les jeunes de l'atelier de Seine-Saint-Denis sont prêts pour la répétition générale. L'informa Léo, un jeune de 19 ans qui était arrivé au programme sans savoir distinguer un plié d'un grand jeté et qui était maintenant l'un des assistants de production les plus efficaces du théâtre. « Parfait, Léo. Et les costumes de la pièce sur le marais. Madame Dubois dit qu'ils seront prêts dans 1 heure. Elle dit qu'elle n'a jamais brodé avec autant d'amour. » Inès sourit. Madame Dubois, la responsable de la garde-robe, avait été l'une des premières à soutenir la nouvelle vision du théâtre. Ses créations pour le festival avaient réussi à capturer l'essence de chaque communauté participante, des couleurs vibrantes des marchés du Sud, aux motifs géométriques des textiles du Nord. Dans son bureau rénové, Sébastien revoyait les derniers détails du festival. Son bureau, qui était autrefois rangé avec la froideur militaire d'une banque, avait maintenant des dessins de Valentine, des photographies de la troupe et de petites plantes qu'Inès avait insisté pour lui offrir. « Pour que tu n'oublies pas que les belles choses ont besoin d'un soin quotidien », lui avait-elle dit. La transformation de Sébastien avait été évidente pour tous. Il n'était plus l'homme qui arrivait au théâtre comme si c'était une forteresse à conquérir. Il marchait maintenant dans les couloirs en saluant par leur nom chaque employé, s'arrêtant pour demander des nouvelles de leur famille, participant activement aux décisions artistiques qu'il déléguait complètement auparavant. « Papa !» Valentine apparut à la porte du bureau en portant une boîte de programmes fraîchement imprimée. « Tu as vu comme ils sont beaux ?» La jeune fille de 17 ans était devenue un membre fondamental de l'équipe. Ses idées fraîches pour les réseaux sociaux du théâtre et son habileté naturelle à se connecter avec les jeunes artistes avaient été inestimables. Mais plus que cela, elle avait retrouvé la relation avec son père d'une manière que tous deux avaient cru impossible. Sébastien prit un des programmes et le revit avec fierté. Sur la couverture, il y avait une photographie d'Inès dansant, mais pas seule. Elle était entourée de danseurs de tous âges, depuis des enfants de 8 ans jusqu'à des personnes âgées qui avaient découvert leur passion pour le mouvement dans les ateliers pour le 3e âge. « C'est magnifique, Valentine, » dit-il, serrant sa fille dans ses bras. « Ta mère aurait été fière de voir ce que nous avons construit. »« Elle est fière, papa. »« J'en suis sûr. » Le jour du festival se leva avec un de ces ciels bleus qu'on ne voit qu'à l'automne à Paris. Très tôt, les rues autour du Théâtre national se remplirent de familles entières qui venaient voir leurs enfants, parents, grands-parents, frères et sœurs, participer à quelque chose qui pour beaucoup était leur première expérience sur une scène professionnelle. La programmation du festival était un reflet parfait de la nouvelle philosophie du théâtre. Elle commençait par une pièce créée entièrement par des enfants d'école publique, continuait avec une interprétation de danse traditionnelle par des groupes de personnes âgées et culminerait avec une création originale qu'Inès avait chorégraphiée spécialement pour cette occasion. Renaissance, une pièce qui racontait sans mots mais avec une honnêteté brutale l'histoire de transformation qu'avait vécue non seulement le théâtre, mais tous ceux qui en faisaient partie. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, chaque présentation dépassait les attentes. Les applaudissements n'étaient à pas polis, c'étaient des explosions de joie sincères. Le public n'était pas composé de critiques calculant des critiques, mais de communautés célébrant le talent qui avait toujours été là, n'attendant qu'une occasion de briller. Quand vint le moment de renaissance, le théâtre était complètement rempli. Au premier rang, à côté de fonctionnaires de la culture et de représentants des médias, se trouvaient les familles des danseurs, des mères qui avaient fait des doubles équipes pour acheter les chaussons de leurs filles, des pères qui avaient surmonté leurs préjugés sur la danse pour soutenir les rêves de leurs enfants,
des grands-parents qui voyaient sur scène la matérialisation d'espoirs qu'ils croyaient perdus. La pièce commença dans l'obscurité totale. Peu à peu, une lumière tamisée commença à illuminer le centre de la scène, où Inès apparut en position fœtale, représentant l'état de latence dans lequel se trouve le potentiel avant d'être découvert. Ce qui suivit fut une symphonie visuelle de renaissance. D'autres danseurs apparurent progressivement, certains représentant les obstacles, d'autres les opportunités, tous faisant partie d'une chorégraphie qui était à la fois techniquement impressionnante et émotionnellement dévastatrice. Sébastien observait depuis les coulisses, fasciné par la capacité d'Inès à transformer des expériences personnelles en art universel. Dans la pièce, il pouvait voir refléter sa propre transformation, les moments de résistance au changement, la lutte contre ses propres peurs, le moment de reddition qui avait permis la croissance. Quand la musique arriva à son apogée, tous les danseurs se déplaçaient en parfaite synchronisation, créant des motifs qui se formaient et se défaisaient comme les vagues de la scène. C'était une métaphore visuelle de la façon dont les vies individuelles s'entremêlaient pour créer quelque chose de plus grand que la somme de ses parties. La fin de la pièce arriva avec Inès au centre de la scène, entourée de tous les autres danseurs, mais cette fois non pas comme une figure solitaire, mais comme faisant partie d'une communauté. La dernière image était celle de tous se tenant la main, avec les lumières créant un cercle parfait de lumière dorée autour d'eux. Le silence qui suivit ne dura que quelques secondes, mais il sembla éternel. Puis, comme si tout le théâtre avait retenu son souffle et l'avait finalement libéré, les applaudissements éclatèrent avec une force qui fit vibrer les murs du bâtiment centenaire. Le public se leva comme une seule personne. Ce n'étaient pas des applaudissements de courtoisie culturelle. C'étaient des ovations qui naissèrent du cœur, reconnaissant avoir été témoin de quelque chose de transcendant. Sébastien monta sur scène, mais cette fois non pas pour faire des déclarations dramatiques, mais simplement pour être aux côtés des personnes qui avaient transformé sa vie. Inès le chercha du regard, parmi la foule de danseurs qui saluaient le public, et quand leurs yeux se rencontrèrent, tous deux sourirent avec la complicité de ceux qui ont parcouru un chemin difficile ensemble. Valentine monta aussi sur scène, serrant dans ses bras son père et Inès, formant un petit cercle familial au milieu de la célébration collective. Quand les rideaux commencèrent finalement à se fermer, les trois restèrent au centre de la scène, observant les visages illuminés du public qui applaudissait encore. « Sais-tu ce qui est le plus beau dans tout ça ?» dit Inès à Sébastien, tandis que les lumières s'atténuaient. « Quoi ? Que nous ne dansons plus seulement pour nous. Nous dansons pour tous ceux qui ont cru qu'il était possible de changer, pour tous ceux qui ont trouvé leur place sur cette scène, pour tous ceux qui ont découvert que la rédemption est possible. » Sébastien hocha la tête, serrant dans ses bras Inès et Valentine. « La vie est comme la danse, » dit-il, se souvenant de quelque chose que sa défunte épouse disait souvent. Elle est faite de chutes, de se relever, de trouver le bon rythme et d'oser improviser quand la musique change. Les lumières du théâtre s'éteignirent complètement, comme tous les jours à 11 heures du soir, mais ils restèrent quelques minutes de plus dans l'obscurité, se tenant la main, écoutant le silence plein de promesses du théâtre qui avait été témoin de leur transformation. Le lendemain serait un autre jour rempli de répétitions, de réunions, de petits drames et de grandes joies. Mais cette nuit-là, dans le calme de la scène qui avait vu naître leur amour, Sébastien et Inès savaient avec une certitude absolue qu'ils avaient trouvé quelque chose qu'aucune crise ne pourrait toucher, une vie construite sur la base solide du véritable amour, du respect mutuel et de la conviction partagée que l'art a le pouvoir de transformer non seulement des vies individuelles, mais des communautés entières. Le Théâtre national resterait leur foyer, leur scène, leur héritage. Mais plus que cela, il resterait le lieu où ils avaient appris que la véritable danse de la vie ne consiste pas à exécuter des pas parfaits, mais à trouver le bon rythme pour danser ensemble. Le soleil d'avril filtrait par les fenêtres du Théâtre national, créant des motifs dorés sur le sol en bois poli. C'était un matin tranquille, de ceux qui invitent à la réflexion, et Sébastien Duval se trouvait dans son bureau en train de revoir les propositions pour la 7e édition du Festival d'inclusion culturelle qui était devenu l'événement le plus attendu de l'année à Paris. À 47 ans, Sébastien était un homme complètement différent de celui qu'il avait été. Ses cheveux avaient plus de mèches grises qui lui donnaient un air distingué, mais son visage avait perdu la dureté qui le caractérisait. Il souriait fréquemment, quelque chose que ses employés continuaient de remarquer, comme si c'était un petit miracle quotidien.
Le Théâtre national avait grandi de manière exponentielle. Ce qui avait commencé comme un projet d'inclusion culturelle s'était étendu pour devenir un réseau de centres communautaires dans toute la ville. Ils avaient des sièges à Saint-Denis, Saint-Ouen, Nanterre et même dans des communes rurales des alentours. Chaque centre suivait le même concept, l'art accessible à tous, peu importe l'âge, la classe sociale ou l'expérience préalable. « Bonjour, mon amour ». La voix d'Inès interrompit ses pensées tandis qu'elle entrait dans le bureau, portant 2 tasses de café fumant. À 32 ans, Inès rayonnait d'une sérénité qui venait du fait d'avoir trouvé exactement sa place. En tant que directrice artistique du réseau des théâtres communautaires, elle avait développé des méthodologies pédagogiques qui étaient maintenant étudiées dans des universités de plusieurs pays. Mais ce qui la remplissait le plus de fierté, ce n'étaient pas les reconnaissances internationales, mais les lettres qu'elle recevait de mères dont les enfants avaient trouvé dans la danse une façon de canaliser leur énergie, ou d'adultes plus âgés qui avaient découvert une nouvelle passion dans leur 3e âge. « Comment a dormi la petite ?» demanda Sébastien, acceptant le café et lui donnant un baiser doux sur les lèvres. « Comme un ange. Espérance a définitivement hérité de ta capacité à dormir profondément. » Espérance Duval-Moreau était arrivée dans leur vie 3 ans auparavant, remplissant le Théâtre national d'une joie que personne n'avait anticipée. La petite fille aux cheveux sombres et aux yeux vifs de sa mère, mais avec la détermination tranquille de son père, avait grandi littéralement dans les coulisses, considérant le théâtre comme son terrain de jeu personnel. Il était courant de la voir l'après-midi, après la maternelle, courir dans les couloirs pendant que les artistes répétaient ou assise au premier rang regardant les spectacles avec le sérieux d'une critique professionnelle. Les danseurs l'adoraient, et elle avait appris à compter jusqu'à 10 en espagnol, en anglais et en arabe, selon la compagnie qui était de passage. « Valentine dit qu'elle arrivera tard aujourd'hui », commenta Inès. Elle a une réunion à l'université pour le projet d'échange avec le Sénégal. Valentine, maintenant âgée de 22 ans, étudiait son dernier semestre de gestion culturelle à la Sorbonne et avait décidé de se spécialiser dans les programmes d'inclusion artistique. Sa thèse sur l'impact social de l'art communautaire dans la construction de l'identité collective avait remporté plusieurs prix, mais pour elle, la véritable réussite était de voir comment sa famille avait guéri et grandi. La jeune femme entretenait une relation spéciale avec Inès, qu'elle n'avait jamais appelée belle-mère, mais simplement Inès, avec une affection qui transcendait toute étiquette familiale traditionnelle. Elle avait été témoin de la transformation de son père et comprenait qu'Inès n'était pas venue remplacer sa mère, mais compléter la famille d'une manière unique et magnifique. L'ambassadeur du Mexique a confirmé sa présence à l'inauguration, dit Sébastien, revoyant son agenda. Il dit qu'il veut connaître personnellement la femme qui a refusé le ballet de Paris pour créer quelque chose de plus significatif en France. Inès sourit avec ce mélange de fierté et d'humilité qui la caractérisait. « Sais-tu ce que Léo m'a dit hier ?» Elle se référait au jeune homme qui avait commencé comme assistant et dirigeait maintenant le centre de Seine-Saint-Denis. Il m'a raconté que sa petite sœur, celle qui a le syndrome de Down, est prête à participer au spectacle principal. Il dit qu'il ne l'avait jamais vue aussi heureuse. Ce sont ces moments qui comptaient vraiment pour eux deux. Les reconnaissances internationales, les invitations à des congrès, les offres de collaboration avec des institutions prestigieuses, tout cela était gratifiant. Mais ce qui donnait réellement un sens à leur vie, c'étaient les histoires individuelles de transformation. Le programme d'inclusion pour les personnes handicapées avait été l'une des initiatives les plus réussies. En travaillant avec des ergothérapeutes et des spécialistes en psychomotricité, ils avaient développé des techniques de danse adaptées qui non seulement amélioraient la qualité de vie des participants, mais les transformaient en artistes à part entière, avec des présentations qui émeuvaient jusqu'aux larmes. Tu te souviens quand nous pensions que tout cela ne concernait que le sauvetage d'un théâtre, réfléchit Sébastien, regardant par la fenêtre vers la scène où un groupe d'adolescents répétait une chorégraphie qu'ils avaient eux-mêmes créée. Ça n'a jamais été que le théâtre, répondit Inès, s'approchant pour le serrer dans ses bras par derrière. Il s'agissait toujours de trouver notre place dans le monde. Le théâtre n'a été que la scène où ça s'est passé. L'après-midi s'écoula entre réunions, répétitions et les 1000 petites décisions que demandait le fonctionnement d'une organisation qui employait maintenant plus de 200 personnes et servait des milliers de bénéficiaires chaque mois. Mais malgré la croissance, ils avaient réussi à maintenir l'esprit familial qui les caractérisait. Quand vint l'heure de fermer, la petite Espérance apparut dans le bureau de ses parents avec son sac à dos d'école et un sourire qui illuminait tout l'espace.
« Papa, maman !» cria-t-elle avec l'énergie infinie de ses 3 ans. « Madame Dubois m'a appris à faire des pirouettes. »« Vraiment? Tu sais déjà faire des pirouettes ?» demanda Inès avec une surprise feinte. « Oui, vous voulez voir ?» Sans attendre de réponse, la petite commença à tourner avec les bras étendus, chancelant légèrement, mais avec une détermination qui arracha des rires à ses parents. « Elle a définitivement du talent », commenta Sébastien, soulevant sa fille. « Mais d'abord, elle doit finir la maternelle, n'est-ce pas, princesse? Et l'école primaire, et le collège, et le lycée », ajouta Espérance, répétant une litanie qu'elle avait entendue des milliers de fois. « Exactement. Mais si après tout cela, elle veut toujours danser, nous la soutiendrons, » dit Inès, embrassant le front de la petite. Cette nuit-là, après avoir couché Espérance et revu les derniers détails du lendemain, Sébastien et Inès se retrouvèrent seuls sur la scène principale du théâtre. C'était une tradition qu'ils avaient développée sans le planifier. Au moins une fois par semaine, quand le théâtre était vide et silencieux, ils descendaient pour se souvenir d'où tout avait commencé. « Regrettes-tu quelque chose ?» demanda Sébastien alors qu'il s'asseyait sur le bord de la scène, les jambes pendantes comme 2 adolescents. « Rien du tout », répondit Inès sans hésiter. « Et toi ?» D'avoir mis tant de temps à comprendre que le contrôle n'est pas le pouvoir, d'avoir été sur le point de te perdre, à cause de ma propre peur. Inès posa sa tête sur l'épaule de Sébastien. « Mais tu ne m'as pas perdu. Et moi je n'ai pas perdu l'occasion de construire quelque chose de réel, quelque chose à moi, quelque chose à nous. » Ils restèrent en silence un instant, observant les sièges vides qui, dans quelques heures, seraient remplis de familles émues, attendant de voir leurs proches sur scène. « Sais-tu ce que j'aime le plus dans tout ce que nous avons construit ?» demanda Sébastien. « Quoi ? Le fait qu'Espérance va grandir en voyant que les rêves ne sont pas seulement poursuivis mais construits au jour le jour, avec du travail, de l'amour et la certitude qu'il y a toujours de la place pour une deuxième chance. » Inès sourit, pensant à leur fille dormant paisiblement à l'étage, à Valentine préparant sa thèse, à tous les jeunes qui trouveraient demain leur passion dans l'un de leurs centres. « La vie est étrange, » réfléchit-elle. « Il y a 5 ans, j'étais une femme de ménage qui dansait en secret. Tu étais un homme brisé essayant de contrôler un monde qui ne pouvait pas être contrôlé. Et maintenant, nous sommes une famille qui danse ensemble, » compléta Sébastien, et qui a appris que la véritable richesse n'est pas dans ce que l'on accumule, mais dans ce que l'on partage. Les lumières du théâtre s'éteignirent automatiquement, comme tous les jours à 11 heures du soir, mais ils restèrent quelques minutes de plus, dans l'obscurité, se tenant la main, écoutant le silence plein de promesses du théâtre qui avait été témoin de leur transformation. Le lendemain serait un autre jour rempli de répétitions, de réunions, de petits drames et de grandes joies. Mais cette nuit-là, dans le calme de la scène, qui avait vu naître leur amour, Sébastien et Inès savaient avec une certitude absolue qu'ils avaient trouvé quelque chose qu'aucune crise ne pourrait toucher, une vie construite sur la base solide du véritable amour, du respect mutuel et de la conviction partagée que l'art a le pouvoir de transformer non seulement des vies individuelles, mais des communautés entières. Le Théâtre national continuerait d'être leur foyer, leur scène, leur héritage. Mais plus que cela, il continuerait d'être le lieu où ils avaient appris que la véritable danse de la vie ne consiste pas à exécuter des pas parfaits, mais à trouver le bon rythme pour danser ensemble.